Hong Kong. L'honorable chef de l'opposition. Tous les Canadiens méritent une épicerie abordable. Mais la semaine dernière, j'ai posé la question au premier ministre, pourquoi le Canada a-t-il la pire inflation alimentaire dans le G7? Pourquoi les prix à l'épicerie ici augmentent plus rapidement dans tous les autres pays du G7? Il a dit que c'est notre dollar faible. Mais c'est lui qui est responsable pour le dollar. Qu'est-ce qu'il a fait pour rendre le dollar faible? Est-ce que c'est en doublant le déficit, en gardant toutes les lois anti-développement en place ou en taxant nos industries, empêchant des exportations? C'est quoi la raison pour le dollar faible et les épiceries chères? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, notre devise augmente depuis l'élection du nouveau gouvernement du Canada. Premier point. Deuxième point. C'est à cause du plan économique de ce gouvernement, un plan qui va investir au Canada, qui va rendre le Canada une superpuissance énergétique, qui va trouver et qui trouve des nouveaux partenariats à l'échelle mondiale. L'honorable chef de l'opposition. Encore des beaux slogans, Monsieur le Président, mais pas une réponse. C'est pas moi qui a dit. Je peux admirer quand il y a un bon slogan, mais la réalité, c'est que c'est lui qui a dit que le dollar est faible. Et c'est lui qui ne peut pas expliquer pourquoi, après un an au pouvoir, l'inflation alimentaire a doublé et on augmente les prix à l'épicerie le plus rapidement dans le G7. Donc encore, est-ce qu'il peut expliquer pourquoi les Canadiens sont forcés de voir des prix augmenter le plus rapidement dans le G7 ici au Canada? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore c'est le temps d'une petite leçon économique pour le chef d'opposition. Il y a un délai entre la faiblesse causée par l'obstruction de l'autre parti dans l'ancien Parlement. Maintenant, le dollar augmente, les salaires augmentent, la croissance continue ici au Canada. Exactement. L'honorable chef de l'opposition. Bon, maintenant il prétend que c'est l'opposition officielle qui a fait baisser le dollar, Monsieur le Président. Une autre excuse d'un homme dont le bilan n'est pas à la hauteur de ses beaux discours. La même chose pour le crime. Après 10 ans de libéraux, l'extorsion a augmenté de 330% à cause des lois laxistes des libéraux en matière d'immigration. Et maintenant, les libéraux bloquent nos solutions. Nous proposons une motion aujourd'hui qui vise à faire en sorte que aucune personne accusée ou reconnue coupable d'un crime grave puisse obtenir le statut de réfugié. Le Premier ministre va-t-il arrêter de faire de l'obstruction pour qu'on puisse adopter cette motion et ramener la sécurité chez nous? L'honorable Premier ministre, très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, je suis heureux que le chef de l'opposition ait parlé de l'obstruction. C'est l'obstruction de l'opposition qui a retardé l'adoption de 6 projets de loi à la Chambre et au Sénat, qui auraient pu nous permettre de contrer l'extorsion et qui nous permettrait de venir en aide aux corps policiers, comme nous demandent les maires des grandes villes. Mais ils se sont à chaque fois opposés à nos mesures qui auraient permis de lutter contre les cas d'extorsion. Le chef de l'opposition, Monsieur le Président, il bloque ses propres projets de loi parce que les libéraux ne veulent pas abroger les projets de loi libéraux sur la liberté sous caution ou la liberté conditionnelle. Nous avons une motion déposée à la Chambre qui interdirait les demandes d'asile provenant de non-citoyens qui ont été reconnus coupables de crimes graves. B, interdire les mêmes personnes qui ont été reconnues coupables. Ils ne pourraient pas obtenir le statut de réfugié. Et on empêcherait aussi les juges d'être plus cléments avec des personnes étrangères. Avec laquelle de ces mesures le Premier ministre n'est-il pas d'accord? Pourquoi est-ce qu'il fait de l'obstruction? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, de ce côté-ci, nous voulons reprendre le contrôle du système d'immigration. C'est pourquoi les demandes d'asile ont diminué de 50%. Les demandes de permis d'étudiants et de résidents
ont aussi baissé. De ce côté-ci, nous voulons resserrer les prononcés de la peine et pour les crimes violents, pour les cas d'extorsion et les cas de sextorsion, qu'ils se joignent à nous. L'honorable chef de l'opposition. Et il n'a rien fait de la sorte. D'ailleurs, tous les chiffres sont à la hausse par rapport à l'époque où l'ancien gouvernement conservateur était au pouvoir. Parlons maintenant de l'emploi. Nos travailleurs de l'automobile perdent leur emploi à Ingersoll, à Oshawa et ailleurs à cause des droits de douane américains. Le premier ministre aide les États-Unis à nous enlever ces emplois en forçant les contribuables canadiens à dépenser 2,3 milliards de dollars pour subventionner les véhicules automobiles fabriqués aux États-Unis. Pourquoi ne pas éliminer ces subventions et plutôt accorder des avantages fiscaux pour les véhicules fabriqués ici au Canada? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement investit 3 milliards de dollars dans l'industrie automobile canadienne. Nous investissons pas dans l'industrie du passé, mais plutôt dans l'industrie automobile de l'avenir, à savoir l'industrie électrique et connectée. Nous sommes en train d'investir dans toute la chaîne d'approvisionnement. Comme la Chambre le verra au cours des prochaines semaines, nous bâtissons aussi le réseau d'approvisionnement électrique. Et nous travaillons dans l'esprit du fédéralisme avec les provinces. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les travailleurs de l'automobile attendent que leur emploi leur soit rendu, mais le Premier ministre subventionne plutôt les véhicules électriques dont les ventes sont en chute libre et qui sont fabriqués à l'extérieur du Canada. Imaginez que vous soyez un travailleur de l'automobile, vous faites imposer votre prime de départ et vous savez maintenant que votre salaire s'en va ou que l'argent qu'on vous prend sert à subventionner des véhicules fabriqués à l'étranger. Pourquoi le gouvernement n'arrête-t-il pas de subventionner des véhicules fabriqués à l'étranger? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'estime que si on veut supprimer les extrémités, on commence par le chef de l'opposition. Il devrait écouter le Premier ministre conservateur de l'Ontario. L'Ontario qui est quand même le pays ou la région où on construit nos automobiles. Nos investissements dans la chaîne d'approvisionnement et dans le réseau électrique vont permettre au secteur des véhicules électriques de se développer et d'être tourné vers l'avenir. Le député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, le Premier ministre prononçait à Davos un discours sur, l'hypocrisie des grands empires, discours avec lequel la plupart des gens ont été d'accord. Les principes énoncés étaient fort intéressants. Aujourd'hui, je veux appeler le Premier ministre à la cohérence parce qu'il a dit dans ce discours, sans les nommer et en d'autres circonstances, en les nommant explicitement, que les États-Unis n'étaient plus le partenaire fiable en termes économiques et en termes militaires que nous avions eus. Or, on apprend ce matin que le gouvernement canadien va redonner des contrats de F-35 aux États-Unis sans même suspendre le contrat comme il l'avait fait lui-même. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, premièrement, un point d'information. La phrase que le membre opposé l'a mentionnée n'était pas dans mon discours. Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne les F-35, oui, le gouvernement paie un petit montant afin d'avoir des options. Ça, c'est utile pour notre défense et notre option et nos négociations avec les Américains. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Une formulation différente de la question va peut-être amener une formulation différente de la réponse que j'aurai une chance de comprendre. Est-ce que dans la perspective où le Premier ministre considère que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable, est-ce qu'il est normal que le gouvernement donne suite à un contrat que le premier ministre lui-même a mis à l'étude, suspendu, alors que le président américain va jusqu'à dire qu'un pont payé par le Canada pourrait être bloqué à cause de ses états d'âme momentanés? Est-ce que le gouvernement est cohérent où les mots ne suivent pas, où les mots devancent et les actions ne suivent pas? Bravo!
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la question me donnait l'occasion d'informer ce Parlement. J'ai eu une conversation avec le président des États-Unis ce matin. Je lui ai informé que le Canada a payé pour le pont Gordie Howe, que deuxièmement, la propriété, nous sommes des copropriétés avec l'État de Michigan, et troisièmement, il y a de l'acier et travailleurs canadiens et américains. Tout à fait. Très honorable. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Ça ne s'arrange pas, Monsieur le Président. Mettons que le Canada a beau jeu de dire au président américain, écoutez, on a payé pour le pont, pouvez-vous vous comporter comme du monde avec nous? Là, on va payer pour des avions alors qu'ils ne se comportent pas comme du monde avec nous, et des avions dont il va garder le contrôle en contrôlant les plans de vol. Est-ce que présentement, Monsieur le Président, le gouvernement ne devrait pas être le nationaliste canadien qu'il prétend être et suspendre le contrat d'achat des F-35 jusqu'à une relation commerciale normalisée? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la situation est absolument claire. Le gouvernement du Canada fait une revue du contrat de F-35. Le gouvernement du Canada, le Canada, a d'autres options. Il y a d'autres options qui peuvent protéger les Canadiennes et les Canadiens et accroître notre économie, notre industrie, surtout au Québec. Tout à fait. L'honorable député de Calgary-Est. Les déficits et les impôts des libéraux ont fait augmenter l'inflation et le recours aux banques alimentaires. Le Canada affiche le taux d'inflation alimentaire le plus élevé du G7, soit le double de celui des États-Unis. Les Canadiens dépensent plus en impôts que pour tous les autres produits de première nécessité réunis. Les faillites sont en hausse et on atteint des niveaux jamais vus depuis la crise financière de 2008. Pourquoi les libéraux ne suppriment-ils pas les impôts et les déficits inflationnistes qui poussent les Canadiens à la faillite? Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, on n'a aucune leçon à accepter de ces conservateurs. Aucune leçon à accepter. Ils n'ont pas de leçon à nous donner. La première chose qu'a fait notre gouvernement avec ce premier ministre, ça a été d'alléger les impôts de 22 millions de Canadiens. Ils le savent, les Canadiens, nous le savons aussi. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons bâtir notre pays, nous allons donner plus de moyens aux Canadiens, nous allons protéger notre souveraineté. Nous croyons dans le Canada. L'honorable député de Calgary-Est. Croire que les libéraux aident les Canadiens, c'est comme croire que le budget va s'équilibrer tout seul. Le premier ministre a doublé le déficit de Justin Trudeau alors que la dette des consommateurs a explosé l'année dernière. Les déficits et les impôts des libéraux obligent les Canadiens à emprunter encore plus et à accumuler plus de dettes de cartes de crédit. La dette haute qu'hypothécaire a explosé pour atteindre 675 milliards de dollars, ce qui fait des Canadiens les ménages les plus endettés du G7. Combien d'autres Canadiens vont devoir faire faillite avant que les libéraux arrêtent de faire grimper le coût de la vie? Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai une réponse très simple. Écoutez, passez à la suite, tournez la page, honnêtement, changer d'air, c'est toujours la même chose chez eux. Qu'ils passent à autre chose. J'ai une nouvelle. Je sais que c'est juste mardi, mais le Canada devrait avoir la croissance la deuxième plus élevée du G7 grâce à notre gouvernement, à notre premier ministre et à notre équipe qui bâtit un Canada plus fort. Nous allons bâtir plus grand, plus vite, un Canada dont nous pourrons tous être fiers. Le député de Chilliwack-Hope. Ces libéraux continuent de dire aux Canadiens que la vie n'a jamais été aussi belle. Non seulement l'inflation alimentaire a doublé depuis l'entrée en fonction de ce premier ministre, mais maintenant elle est 2 fois plus élevée au Canada qu'aux États-Unis. Elle entraîne 2,2 millions de visites par mois aux banques alimentaires. Il devrait aussi tourner la page, mais on apprend aussi que de plus en plus de Canadiens sont forcés à la faillite. Dans ma province, en Colombie-Britannique, le nombre de faillites a augmenté de 10% l'année dernière. Quand le gouvernement va-t-il arrêter de pousser les Canadiens au bord du gouffre? Les libéraux vont-ils supprimer les taxes et les impôts qui ruinent les Canadiens? Le secrétaire d'État aux institutions financières. Écoutez, Monsieur le Président, ils veulent parler de taxes. On a allégé les impôts de 22 millions de Canadiens. On a
éliminer la TPS ou pour les premiers acheteurs, la taxe carbone pour les consommateurs. Nous allons aussi mettre plus d'argent dans la poche des Canadiens. Nous voulons rendre la vie plus abordable. Les conservateurs, eux, veulent juste continuer à faire de l'obstruction. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Le plan des libéraux ne fonctionne pas. Plus de 2 millions de Canadiens chaque mois vont à la banque alimentaire. Le coût des épiceries a augmenté pour atteindre 340 $ pour une petite famille de 4 personnes. Et pour ce qui est du rabais recyclé, il ne va donner que 10 $ par semaine de plus aux familles. C'est rien. Le nombre de faillites et risques de faillite n'a jamais été aussi élevé depuis la crise financière mondiale. Quand les libéraux vont-ils enfin supprimer les taxes et les formalités administratives qui poussent les Canadiens à la faillite? Le secrétaire d'État, Monsieur le Président, d'un député et de son chef qui ont donné une allocation pour enfants à des milliardaires, qui ont voté contre le programme d'assurance dentaire ou le programme alimentaire dans les écoles. Bon, de ce côté-ci, nous voulons livrer des mesures qui rendent la vie moins chère. Le Parti conservateur, lui, se concentre à faire de l'obstruction et à donner des slogans. Le député de Okanagan Lake West, Kenona Sud. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernement libéral, l'inflation alimentaire est 2 fois plus élevée qu'au moment où le Premier ministre est arrivé et 2 fois plus élevée qu'aux États-Unis. Le recours aux banques alimentaires a plus que doublé et maintenant les faillites sont en hausse, un niveau jamais atteint depuis la crise économique. 10,6% en Colombie-Britannique, c'est choquant. Le gouvernement va-t-il reconnaître que ces taxes et ces déficits poussent les Canadiens vers la banque alimentaire et vers la faillite? Ou les libéraux vont-ils prétendre que tout va bien, prouvant encore une fois qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité? Le secrétaire d'État aux aînés. Vous savez, Monsieur le Président, bon, jouons le jeu. Imaginons à quoi ressemblerait la vie sous les conservateurs en Colombie-Britannique. Ils auraient éliminé la taxe carbone. Que serait-il arrivé? Rien. Ça n'affecte pas le prix à l'épicerie. Et ils prônent toujours de ne rien faire. Aucun programme alimentaire dans les écoles. Pas de sécurité de la vieillesse pour les plus de 65 et 75 ans. Tout ce qu'ils offrent, c'est des prières et des pensées. Ah non, ils font aussi de l'obstruction, comme actuellement. L'honorable député de Yorkton-Durham. Monsieur le Président, l'attitude du ministre des Finances, écoutez, est complètement horrible. Nous ne pouvons pas tourner la page. Qu'il suive les conseils de son Premier ministre et qu'il regarde. Écoutez, la vérité est horrible. Le nombre de faillites est en hausse. Les Canadiens n'ont plus les moyens d'avoir ce gouvernement libéral. Pourquoi les libéraux ne veulent-ils pas éliminer les taxes, la taxe sur le carburant et qu'ils mènent nos idées jusqu'au bout? Le ministre, Monsieur le Président, notre budget prévoit des investissements générationnels, notamment pour l'Ontario. Le député de l'Ontario a voté contre ces mesures avec le programme Maison Canada. Nous construisons des maisons plus abordables, mais le député a voté contre ces projets. Nous allons utiliser l'acier canadien, le bois canadien et l'aluminium canadien. Nous protégeons l'industrie de l'acier ontarien et nous maintenons de bons emplois rémunérateurs au Canada. C'est ainsi que nous pourrons bâtir un Canada plus fort. Député de Newmarket, Aurora. Les faillites personnelles ont augmenté le niveau le plus haut depuis la crise financière. 141 000 Canadiens perdent leur maison, leurs économies et leur sentiment de sécurité. Donc, les programmes temporaires des libéraux ne font rien pour empêcher ces faillites. Les Canadiens ont besoin de solutions à long terme qui font baisser le prix des logements et le prix de l'épicerie. Les libéraux vont-ils mettre fin à leur déficit? Vont-ils supprimer leurs impôts et leurs taxes? Et vont-ils éliminer les obstacles bureaucratiques qui rendent la vie si inabordable? Le ministre pour les femmes et l'égalité entre les sexes. Monsieur le Président, encore une fois, le député vient de l'Ontario. Il a voté contre notre budget qui pourtant prévoit des investissements générationnels. Nous investissons dans notre économie, nous protégeons nos collectivités et nous donnons plus de moyens aux Canadiens. Les députés d'en face continuent à s'opposer à ce progrès. Nous créons
des emplois dans l'énergie propre, notamment avec le projet Darlington. 1,2 million de foyers pourront bénéficier de cette électricité. Les conservateurs devraient arrêter de s'opposer à toutes nos mesures. Ils devraient appuyer les Canadiens. Le député de Shefford. Monsieur le Président, selon le gouvernement, 85 000 retraités sont victimes d'erreurs de leur pension de vieillesse à cause du logiciel QRAM, certains depuis 9 mois. Hier, on a bien compris pourquoi c'est si long. Le leader en chambre du gouvernement a répondu que les erreurs seraient corrigées. Je cite, « S'il y a des erreurs, s'il y a des cas, on en aurait entendu parler. » Monsieur le Président, son propre gouvernement dit que s'il y a en fait 85 000 victimes, il le dit, et lui, il vit encore dans le déni. Comprenez-vous maintenant pourquoi il n'y a jamais rien qui se règle au fédéral? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Il paraît qu'on a un problème chez le Bloc québécois de mal citer les gens aujourd'hui. Évidemment, Monsieur le Président, nous prenons chaque cas au sérieux, mais ce que je tiens à réaffirmer et à rassurer aux Québécois, aux Canadiens, à l'ensemble des gens qui bénéficient de la sécurité de la vieillesse, c'est qu'on a fait une modernisation du système informatique. S'il y a erreur, on va les corriger. Et on invite évidemment les collègues de tous les partis de nous donner les noms de cas où on pourrait s'attarder et à régler pour les gens. Merci, monsieur. L'honorable député de Shefford. Monsieur le Président, le gouvernement lui-même estime qu'il y a 85 000 retraités victimes de QRAM. 85 000 victimes d'un logiciel au dépassement de coûts de presque 5 milliards. À Québec, ça fait longtemps qu'il y aurait une commission d'enquête. Mais pour le leader du gouvernement, tout va très bien, Madame la Marquise. Il est presque en train de se féliciter parce que, coudonc, ben, s'il y a 85 000 retraités qui ont des problèmes, ça veut dire que les autres vont bien? Quelle sorte de gouvernement déconnecté faut être pour penser que causer des problèmes à 85 000 personnes, c'est pas grave? Honorable secrétaire d'État aux aînés. Très vieux système. Ne rien faire aurait mis en péril les paiements de millions d'années. Les dossiers en retard sont complexes. Ils sont en cours de collection et des paiements rétroactifs sont garantis. Encore une fois, j'envie le député d'en face à me donner leur nom et nous allons les aider. Le député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, les cas d'extorsion ont augmenté. Les petits propriétaires d'entreprises sont menacés, victimes d'incendies criminels, de coups de feu. Ils vivent dans la peur et bon nombre d'entre eux veulent même quitter le Canada. Mais les libéraux ne prennent pas ce problème au sérieux. Certains de ces criminels devraient être déportés, mais maintenant ils exploitent le système d'accueil de réfugiés avec de fausses demandes pour rester au Canada. On a essayé de fermer ces échappatoires, mais les libéraux nous empêche. Le gouvernement va-t-il appuyer notre motion qui vise à protéger les Canadiens de ces non-citoyens dangereux en fermant cet échappatoire et en mettant fin, une fois pour toutes, à ces fausses demandes de réfugiés? Le ministre. Monsieur le Président, nous sommes très préoccupés par cette question et nous ferons tout en notre pouvoir pour adopter une loi qui va resserrer les libérations sous caution et en imposant des peines plus strictes. Mais il y a une mesure qui manque, C2, qu'on a déposée à la Chambre en juin. Si les conservateurs voulaient vraiment résoudre le problème, plutôt que de prétendre avec leur motion de s'en soucier, ils auraient approuvé notre projet de loi et consentiraient de faire avancer ce projet de loi. Vont-ils nous permettre d'adopter ce projet de loi pour arrêter les criminels? Le député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, pendant 10 ans, les libéraux nous ont donné des excuses et accusé d'autres personnes. Mais pendant ce temps-là, les Canadiens vivent dans la peur. Des contrevenants exploitent les échappatoires du système pour rester au pays et les Canadiens demeurent vulnérables. Les libéraux vont-ils travailler avec nous pour adopter notre motion pour interdire à ces non-résidents criminels de rester ici? Il faudrait déporter ces délinquants dangereux, les expulser. La secrétaire d'État, Monsieur le Président, encore un autre conservateur qui a peut-être besoin de se déboucher les oreilles parce qu'on a déjà résolu ce problème. Et dans C12, tous ces criminels ne pourraient pas faire une demande d'asile, même dans les cas où
comme on l'a entendu, quand le Britannique nous en fait une demande, il n'aurait pas pu le faire si les conservateurs n'avaient pas fait de l'obstruction et avaient adopté C2 quand on l'a proposé. Mais comme ils ont fait de l'obstruction, ces gens-là ont pu présenter une demande. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le projet de loi est au Sénat. Une fois qu'il sera adopté, ces cas, ces demandes seront annulées. L'honorable député de Kamloops, Thompson-Nicolas. L'extorsion est hors de contrôle dans ma province de Colombie-Britannique. Le taux d'extorsion a augmenté de 482% depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Le premier ministre, il y a quelques minutes, a dit que les libéraux étaient durs en matière d'extorsion, mais il faudrait leur rappeler qu'ils ont voté pour abroger des peines minimales obligatoires pour les personnes qui s'adonnent à l'extorsion avec des armes à feu. Le Premier ministre va-t-il appuyer notre motion qui vise à faire en sorte que les personnes reconnues coupables de crimes graves ne puissent pas demander le statut de réfugié pour rester au Canada? Oui ou non? Honorable secrétaire d'État au développement international. Monsieur le Président, c'est incroyable que les députés d'en face ne connaissent pas la loi. On ne peut pas demander l'asile lorsqu'on est visé par des accusations. Il faut aller à votre procès, attendre la peine et ensuite vous êtes déporté. Vous ne pouvez pas faire une demande d'asile pendant que vous êtes en état d'accusation. Nous avons prévu des projets de loi qui vont rendre la situation encore plus difficile pour ces criminels. La députée de Cloverdale, Langley City. Imaginez une ville où des gangs exigent des petits commerces qui leur versent de l'argent, où des coups de feu sont tirés sur des maisons, où les familles ont peur de sortir la nuit et où les gens sont obligés de changer de voiture et de modifier leurs habitudes. On dirait que je décris un bidonville, mais c'est ma ville, Surrey. Le pire, c'est que lorsque ces voyous sont arrêtés, ils se retrouvent aussitôt dans la rue après avoir obtenu le statut de réfugié. Les libéraux appuieront-ils notre motion visant à empêcher les personnes accusées ou reconnues coupables de crimes graves d'exploiter le système d'accueil des réfugiés du Canada afin de rester au pays? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, lorsque je parle aux chefs de police, lorsque je parle aux maires des villes, lorsque je parle au premier ministre de la province, ils me demandent de faire adopter le projet de loi C2 pour obtenir l'accès légal. Eux, ils ne font que faire de l'obstruction. Je demande aux conservateurs de soutenir ces projets de loi afin que nous puissions donner aux forces de l'ordre l'outil dont ils ont besoin. Le député de Calgary-Skyview. Monsieur le Président, les extorsions ont augmenté de 330 depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Les propriétaires de petites entreprises dans des endroits comme Brampton, Surrey, Vancouver et ma ville natale de Calgary sont menacés. Des familles sont victimes de fusillades et d'incendies criminels et les libéraux n'ont rien fait. Même le premier ministre de la Colombie-Britannique a déclaré que les libéraux devraient empêcher les criminels d'obtenir le statut de réfugiés. Les libéraux appuieront-ils notre motion visant à protéger les collectivités en veillant à ce que les criminels condamnés ne puissent pas utiliser notre système d'accueil des réfugiés pour rester au Canada? Oui ou non? L'honorable ministre. J'aimerais que le député soutienne le projet de loi. Il pourrait aussi, en plus, participer à la conférence de presse. Si le député veut en faire plus pour lutter contre l'extorsion, il peut accélérer la réforme de la mise en liberté sous caution. Il pourrait soutenir la loi sur les frontières. Le maire Patrick Brown m'a aussi demandé de faire adopter ce projet de loi. Monsieur le Président, nous voulons aussi mettre fin à ces crimes. Longueuil-Saint-Hubert. Le 7 février a marqué la fin du mandat du Conseil présidentiel des transitions en Haïti, ainsi qu'une nouvelle étape dans la transition politique avec le transfert des pouvoirs au Premier ministre Fils-Aimé. Alors que les Haïtiens continuent de faire face à l'incertitude quant à l'avenir de leur pays, pendant que la situation sécuritaire continue de se détériorer, la ministre des Affaires étrangères peut-elle nous dire comment le Canada continuera à soutenir le peuple haïtien tout au long de cette transition démocratique et du processus de rétablissement de la sécurité? Merci, Monsieur le Président.
Honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, cette transition constitue une étape importante vers la stabilité en Haïti, y compris les élections générales. Le Canada est un leader dans le monde. Nous avons investi 450 millions de dollars pour la stabilité en Haïti. Nous collaborons avec la diaspora aussi. Nous nous engageons à lutter pour un avenir plus sain et plus sauf pour l'Haïti. Et merci beaucoup à mon collègue ici dans la Chambre. La députée de Kildonan-Saint Paul. Monsieur le Président, bien que le gouvernement ait signé un accord de 52 milliards de dollars pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques au Canada, bon nombre de ces accords sont en train de dérailler. Aujourd'hui, les travailleurs canadiens sont contraints de financer une nouvelle subvention libérale de 2,3 milliards de dollars pour les véhicules électriques. Pourquoi les libéraux s'attendent-ils à ce que les travailleurs canadiens subventionnent les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis? Monsieur le Président, nous croyons en l'abordabilité, nous croyons dans l'électrification. On ne sait pas pourquoi les conservateurs sont contre l'électrification. Dans 5 ans, 40 de toutes les voitures vendues dans le monde seront des véhicules électriques. Nous allons investir dans l'avenir du secteur. Nous allons créer des emplois. La députée de Kildonan-Saint Paul. La ministre ne répond pas à la question, alors je serai clair avec les conservateurs. Pas un seul dollar servirait à subventionner les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, mais c'est exactement ce que fait la subvention de 2,3 millions de dollars. Il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques fabriqués ici. Ils sont fabriqués ailleurs, y compris aux États-Unis. Ces voitures sont admissibles à la subvention. Les Canadiens sont-ils vraiment tenus de subventionner le marché américain? La ministre, nous savons que les travailleurs de l'automobile construisent les meilleures voitures au monde. Mais nous savons aussi que le secteur de l'automobile est absolument intégré en Amérique du Nord. La collègue demande-t-elle un boycott des voitures américaines qui sont fabriquées avec des pièces canadiennes? Est-ce vraiment ce qu'elle propose? De Louis Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a annoncé une subvention de 2,3 milliards de dollars de l'argent des travailleurs canadiens pour les véhicules électriques. Est-ce que le gouvernement est conscient qu'avec cette réalité-là, il y a des voitures électriques américaines qui vont être subventionnées? Est-ce que je dois rappeler au gouvernement qu'on est actuellement dans une exécrable guerre tarifaire en raison de Donald Trump et que jusqu'à présent, les actions de Donald Trump ont coûté l'emploi à 5 000 personnes? Pourquoi subventionner les voitures américaines? Honorable ministre. Monsieur le Président, c'est surprenant d'entendre finalement, après presque un an de guerre tarifaire, les conservateurs essentiellement dénoncer les tarifs sur le secteur automobile canadien. Mais, entre-temps, nous sommes arrivés avec un plan qui est soutenu par toute l'industrie, par les syndicats, par le premier ministre de l'Ontario, qui est sincèrement, où l'industrie est vraiment positionnée, et également par les environnementalistes. Nous sommes d'accord avec le fait que nous devons investir dans l'électrification des transports, l'électrification du secteur, parce que nous savons qu'au niveau mondial, c'est là où les investissements se font. Nous suivons où les capitaux vont. Honorable député de Louis Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, la ministre a oublié un nom dans sa litanie de personnes qui seraient d'accord avec ça. Président Trump. Parce qu'évidemment, lui va en profiter de ça, son industrie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la réalité aussi, c'est que si la ministre veut vraiment aider les travailleurs, si elle veut vraiment aider l'industrie, si elle veut vraiment aider les familles canadiennes à acheter une voiture, pourquoi pas prendre notre proposition d'abolir la TPS sur les voitures faites au Canada? Ça, c'est concret, ça donne des résultats. Honorable ministre. Monsieur le Président, nous aidons déjà le secteur automobile avec 3 milliards de dollars et nous allons continuer de le faire. Nous allons soutenir les 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur automobile.
en Ontario, mais également dans la filière batterie au Québec. Et donc, nous sommes d'accord avec le fait que nous devons davantage faire des investissements dans l'électrification des transports parce que ça soutient aussi des emplois dans notre belle province. Mais aussi, mon collègue doit se comprendre que le secteur automobile nord-américain est complètement intégré. Alors, lorsqu'il appelle à un boycott des véhicules électriques fait aux États-Unis, est-ce qu'il est en train de dire que ceux et celles qui travaillent dans le secteur automobile pour des composantes automobiles vont... Le député de Simcoe Nord. Le secteur automobile a perdu la moitié de sa taille depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Le président Trump a lancé une offensive soutenue et justifiée contre notre secteur automobile, son objectif étant de délocaliser la production automobile du Canada vers les États-Unis. Aujourd'hui, le gouvernement va utiliser l'argent des contribuables pour subventionner l'achat de véhicules électriques qui ne sont même pas construits au Canada. La majorité de ces chèques de remise finiront aux États-Unis. Le ministre pense-t-il vraiment que nous devrions utiliser l'argent des contribuables canadiens pour récompenser le comportement du président Trump? L'honorable ministre, Monsieur le Président, c'est choquant que l'opposition ne reconnaisse pas les mesures prises par ce gouvernement pour soutenir le secteur automobile, pour soutenir les travailleurs, pour que nous investissions dans des projets nationaux, alors qu'eux votent contre nous à chaque fois. Nous avons une stratégie pour le secteur automobile. Nous réduisons les tarifs et nous construisons un Canada fort. Nous les encourageons à se joindre à nous. Le député d'Oxford. Monsieur le Président, sous le gouvernement libéral actuel, la production automobile canadienne a diminué de moitié. Les licenciements massifs dans le secteur automobile ont été dévastateur. Nous avons proposé au ministre une solution pour soutenir les travailleurs de l'automobile. En vertu de l'article 153 de la loi de l'impôt sur le revenu, il peut proposer une modification réglementaire afin de réduire le taux de retenue obligatoire sur les indemnités de départ forfaitaires versées aux travailleurs touchés. Le ministre des Finances a rejeté la proposition. Pourquoi? L'honorable ministre, Monsieur le Président, moi je viens d'une circonscription et je représente le secteur automobile. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, qu'ils veulent que le gouvernement continue à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire soutenir les travailleurs de l'automobile, soutenir les syndicats, soutenir les fabricants automobiles. Nous veillons aussi à construire un Canada fort. C'est ce que nous faisons lorsque l'économie va mal. Nous travaillons ensemble et nous encourageons les députés de l'autre côté à voter pour le Canada, à voter pour des projets nationaux et à construire un Canada fort avec nous. Le député d'Oxford. Monsieur le Président, la ministre a qualifié le fait de soutenir les travailleurs de faute professionnelle politique. C'est facile de parler à Ottawa, mais il devrait essayer de dire ça aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants et qui ne savent pas comment ils vont payer leur hypothèque. Nos travailleurs se sentent trahis parce que des milliards de dollars sont envoyés à l'étranger pour financer des emplois étrangers. Le ministre abandonnera-t-il ses discours et se rangera-t-il à côté de nous pour soutenir les travailleurs de l'automobile canadien? J'ai des nouvelles pour les députés de l'opposition. Nous sommes dans une guerre commerciale. Peut-être qu'au lieu de dénigrer l'économie canadienne, de dénigrer les travailleurs, ils devraient se joindre à nous. Nous investissons 3 millions de dollars dans le secteur automobile. Nous soutenons les entreprises qui choisissent de construire ici. Nous avons investi dans des emplois. Nous soutenons la construction du Canada. Le député de Stormont-Dundas-Glengarry. Le programme des rabais des libéraux qui prévoit des rabais de plusieurs milliards de dollars pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis et importés au Canada est déplorable. C'est alors que Donald Trump impose des droits de douane pour tous les véhicules canadiens entrant aux États-Unis. Dans un contexte de crise de l'accessibilité financière, cela n'a aucun sens. Et dans un contexte de guerre commerciale, cela a encore moins de sens. Quand les libéraux reviendront-ils sur cette politique ridicule qui accorde une subvention aux véhicules électriques fabriqués aux États-Unis et laisse les travailleurs canadiens payer la note? Honorable ministre, Monsieur le Président, ce sont les conservateurs qui devraient changer de cap.
Nous investissons dans le secteur automobile canadien. Nous avons un plan pour investir 3 millions de dollars. Nous veillons à construire les automobiles de l'avenir. Non seulement nous faisons cela, mais nous construisons aussi des maisons abordables. Nous veillons à ce que les familles puissent se nourrir. Nous construisons le Canada fort. Eux bloquent nos initiatives. Ils devraient cesser de faire de l'obstruction et commencer à se joindre à nous pour construire le Canada. Le député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, ils n'investissent pas dans les travailleurs automobiles du Canada. Ils subventionnent Tesla. Les Canadiens voient notre secteur automobile se faire marteler par Trump qui impose des droits injustifiés, mettant en péril les salaires dans tout l'Ontario. Alors que Trump punit les travailleurs canadiens, ce gouvernement récompense l'industrie automobile américaine. Je me demande de quel côté il se trouve. Ce gouvernement peut-il expliquer pourquoi, à un moment où les Canadiens ont besoin d'action, il choisit d'utiliser l'argent des contribuables pour subventionner les véhicules fabriqués aux États-Unis? Pourquoi? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, les Canadiens ont créé 160 000 emplois depuis septembre. Les salaires sont en hausse. L'inflation suit les lignes directrices. Nous avons un plan, Monsieur le Président, un plan pour investir dans les travailleurs. C'est dans le budget. Ce parti a voté contre. Il continue de bloquer le budget. Alors, si le député veut faire une différence, si elle veut aider les travailleurs, il est important d'adopter le budget. Adoptons le budget. Siégeons toute la nuit pour adopter le budget. L'honorable député de Mont-Saint-Bruno, l'Acadie. Monsieur le Président, l'annonce de la nouvelle politique automobile de notre gouvernement marque un moment important pour cette industrie. Dans un contexte mondial politique, nous mettons l'accent sur ce que nous pouvons gérer ici. Cela aide à donner plus de clarté et de stabilité à notre industrie. La ministre de l'Industrie peut-elle expliquer comment cette politique aide notre pays à être plus fort, à protéger notre économie et à soutenir l'industrie automobile du Canada? Merci. Le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon collègue de Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, pour son excellent travail. Il est très, très actif sur notre caucus automobile. Et donc, il me pose la question concernant notre stratégie automobile. En effet, c'est une excellente stratégie, une stratégie qui met l'accent sur deux objectifs. Le premier, la production au Canada, et le deuxième, l'électrification, parce que nous croyons que c'est où l'industrie s'en va et nous ne voulons pas être simplement des victimes des décisions de la Maison-Blanche. Alors, nous allons être là pour notre secteur automobile en Ontario, mais aussi à travers le Québec. Merci. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, la ministre me dit, donnez-nous des noms. Je lui en ai donné 2 cette semaine. Est-ce qu'elle veut 86 000 noms, adresses, numéros de téléphone de nos aînés qui attendent leur pension, supplément de revenu garanti? Le ministre des Transports, il dit, modernise le système. Le coût était à 1,6 milliard, termine à 6,6 milliards. L'argent qu'ils dépensent, c'est l'argent des Canadiennes et des Canadiens qui ont durement gagné. Pendant ce temps-là, nos aînés attendent pour payer leur loyer, épicerie. 3 questions. Qui prend la responsabilité pour ce fiasco financier et qui va se lever pour s'excuser? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Avec le député opposé, mais ce n'est pas vrai. We are actually under budget. En fait, nous sommes en deçà du budget pour ce système qui avait 60 ans. Nous avons fait la migration vers ce système. Évidemment, avec certaines applications, il y a des défis et le ministère travaille rapidement sur ces cas. Et si des députés ont des commettants qui ne reçoivent pas leurs prestations à temps, communiquez avec mon cabinet. Nous serons heureux de vous aider. Les Canadiens peuvent aussi communiquer avec Service Canada. Député de Montmorency, Charlevoix. Saint-Valentin approche à grands pas et malheureusement, l'amour n'est pas au rendez-vous pour les libéraux. Parlez-en aux 86 000 retraités qui sont tous sauf amoureux du nouveau logiciel QRAM, un système qui est défaillant et qui leur coûte de l'argent à chaque mois. On ajoute à ça les fonctionnaires qui disent que c'est le pire système jamais conçu. Mais le pire, c'est les Québécois et les Canadiens qui réalisent qu'encore une fois, les libéraux dépensent leur argent de manière irresponsable. Monsieur le Président, on parle de dépassement de coûts de 5 000 millions de dollars. C'est épouvantable. Pourquoi avec les libéraux, c'est toujours l'argent des contribuables qui est dépensé sans compter, sans redevance et sans respect? L'honorable ministre.
j'ai beaucoup de gratitude pour les travailleurs qui travaillent très fort et apprennent très vite un nouvel système. It's very important, Monsieur le Président, il est important de parler de nos fonctionnaires avec respect. Évidemment, au début, c'était difficile d'apprendre ce nouveau système, mais ces travailleurs ont travaillé fort pour s'améliorer avec ce nouveau système. C'est un système qui remplace un système qui avait 60 ans. Je nous mets au défi de repenser au système d'il y a 60 ans et je suis fier des travailleurs qui ont travaillé si fort. Monsieur le Président, le secteur forestier canadien est attaqué par des droits de douane américains injustifiés de 45 %. L'inaction libérale continue de menacer l'industrie du bois et nos travailleurs. Monsieur le Président, après 346 emplois perdus à l'usine de Duntar à Bécomo en janvier, ce matin, on annonce 90 travailleurs forestiers à La Tuque, à Montréal, perdront leur emploi. Quand le premier ministre va-t-il commencer à travailler avec les conservateurs, supprimer les droits de douane américaines et de défendre les travailleurs forestiers? Oui! L'honorable ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler aux députés que pendant que les conservateurs bloquent le progrès, nous avons proposé 2,5 milliards de soutien pour le secteur forestier. Les travailleurs et les entreprises savent que les tarifs américains causent les problèmes. Il faut comprendre qu'il faut lutter contre les tarifs et non pas causer des divisions. Le député de Hamilton Centre. Monsieur le Président, les Canadiens veulent choisir des véhicules électriques, mais ils veulent aussi avoir la certitude de pouvoir les recharger là où ils vivent, travaillent et voyagent. Il s'agit là d'un élément essentiel de la stratégie automobile du gouvernement. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles peut-il dire à la Chambre en quoi l'annonce faite aujourd'hui contribue à mettre en place l'infrastructure de recharge dont les Canadiens ont besoin, tout en soutenant l'emploi et l'investissement dans tout le pays? Honorable ministre. Je remercie le député d'Hamilton Centre de son excellent travail dans sa circonscription. Monsieur le Président, c'est exactement l'objet de l'annonce faite aujourd'hui. Nous investissons plus de 97 millions de dollars dans 155 projets de transport propre à travers le Canada, dont 84 millions pour installer plus de 8 000 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques afin d'aider les Canadiens à choisir de rouler en voiture électrique en toute confiance. Cela s'inscrit dans la continuité de nos progrès réalisé à ce jour et soutient notre nouvelle stratégie automobile en renforçant le réseau de recharge du Canada en attirant les investissements d'un océan à l'autre. Le député de Caribou, Prince George. Le 25 novembre 2021, un tireur a tiré des dizaines de coups de feu sur le détachement de la GRC à Vanderhoof. Les balles ont transpercé les murs en panneaux de particules, manquant de peu les membres de la GRC qui travaillaient à l'intérieur. Ils ont cru que c'était le jour où ils allaient mourir. C'est un miracle que personne ne soit décédé. Ils avaient promis de construire un nouveau détachement, mais après des années d'attente, les souvenirs sont encore frais. Les impacts de balles sont toujours là, rappelant constamment cette horrible journée. La province est d'accord, le district de Vanderhoof est d'accord. Pourquoi le gouvernement est-il absent? Honorable ministre. J'aimerais remercier mon collègue de Caribou, Prince George, de sa question. J'aimerais aussi signifier mon soutien aux employés touchés. Je vais travailler avec le commissaire pour que ceux qui ont besoin de soutien l'obtiennent. Ça comprend de nouvelles installations. Le travail de la GRC est important et inspirant et je tiens à remercier tous les membres de leur service au Canada. Le député de Vancouver-Kingsway. Le premier ministre a récemment exhorté la communauté internationale à résister à l'intimidation des superpuissances et a appelé les puissances moyennes à s'unir pour y faire face. Les États-Unis imposent depuis des décennies un blocus illégal à Cuba, paralysant son économie et causant des souffrances massives au peuple cubain. Aujourd'hui, Donald Trump coupe l'approvisionnement en carburant, provoquant une catastrophe humanitaire. Tiendra-t-il la parole qu'il a donnée à Davos? Défendra-t-il la politique étrangère indépendante du Canada et soutiendra-t-il Cuba face à l'impérialisme agressif des États-Unis? L'honorable ministre. Monsieur le Président,
Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation à Cuba. Nos agents consulaires travaillent et sont prêts à soutenir les Canadiens dans le besoin. Monsieur le Président, nous travaillons aussi avec les autorités cubaines et les intervenants canadiens en matière de tourisme pour intervenir en temps opportun. Nous comprenons que les transporteurs aériens canadiens déplaceront les Canadiens. Notre priorité est toujours la sécurité des Canadiens et notre politique étrangère est fondée là-dessus. Le député de Kootenay-Albany. Monsieur le Président, le projet de loi 11 de l'Alberta instaure un système de santé à 2 vitesses à l'américaine. Il permet aux médecins de facturer leurs services à des patients privés tout en facturant également le système public et autorise les assurances privées pour les soins médicalement nécessaires. Cela rompt la promesse du régime d'assurance maladie canadien à créer un système pour les riches et un autre où le reste d'entre nous doit attendre encore plus longtemps. La ministre a dit qu'elle allait se pencher sur la question, mais ça fait 2 mois et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Va-t-elle cesser de tergiverser, appliquer la loi canadienne sur la santé et protéger le système de santé universel du Canada? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais dire à mon collègue, oui, jusqu'à présent, nous regardons avec les services légaux de Santé Canada ce que fait la loi de l'Alberta et je travaille de près avec ma vis-à-vis de la province et je vous reviendrai quand ce sera le temps pour vous dire s'ils sont en dehors de la loi canadienne sur la santé ou non. Parce que, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois dans cette Chambre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis la gardienne de la loi canadienne sur la santé publique des Canadiens. Merci. Je désire attirer l'attention des députés sur la présence dans la galerie de l'honorable Charmaine A. Williams, ministre associée pour les femmes et les possibilités économiques de l'Ontario.